l'Université Laval au Québec. Et c'est un plaisir d'être avec vous parce que la théorie des champs conceptuels, c'est une théorie que je maîtrise pas tant que ça, puis que j'apprends à maîtriser à chaque fois que je suis en contact avec vous. Donc, j'apprends beaucoup de vous et ça me fait plaisir d'être ici. Voilà. Mais je ne sais pas moi non plus. Hein. On apprend tous ensemble. La prochaine personne qui veut se lancer, peut-être Jean-Pierre, tu veux aller? On ne t'entend pas. Peut-être Emma, pendant que Jean-Pierre, tu veux se... Bonjour, bon, je prends le... En Vas-y. attendant que Jean-Pierre règle le problème du micro. Donc voilà, je m'appelle Ayman Bouali. Je suis en fait étudiant en doctorat, donc je prépare un doctorat en sciences de didactique avec Audrey et Gabriel. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui, maintenant c'est bon. Ah, ok. Eh bien, bonjour, moi c'est Jumpy, je suis étudiant en master en enseignement de mathématiques et je fais actuellement mon doctorat avec Gabriel et un autre professeur qui n'est pas là aujourd'hui. Et je découvre aussi la théorie du champ conceptuel grâce à ces réunions, et donc j'apprends beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, c'est chouette. Voilà, merci. Et Shadrach, si tu veux. Oui, très bien, merci. Merci beaucoup, Gabriel. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux comme ça, parce que j'avais mes écouteurs. Oui, très bien, très bien. Très bien. Alors, enchanté à tout le monde, je m'appelle Shadrach Ilanga. Dans la vie de tous les jours, je m'intéresse beaucoup à la prise de parole en public, à l'éloquence, à la manière dont le discours peut facilement faire bouger les foules. Et j'ai fait mes études à l'université Paris-Cité, anciennement Descartes, et dans lequel j'ai pu faire un master. Et puis maintenant, je suis en doctorat. En fait, je suis en train de faire un doctorat en sciences de l'éducation, en spécialité psychologie de l'éducation. Je m'intéresse à la notion de schème particulièrement et que j'associe la notion de schème qui finalement va faire peut-être l'objet d'une discussion aujourd'hui, car c'est une théorie qui a été mise au jour par Gérard Vergniaud. Et je m'intéresse au schème que j'associe directement au débat. Comment finalement l'activité du débat pourrait contribuer à une forme de développement de schèmes que je qualifie de créatif. Et c'est ce sur quoi je travaille. C'est non seulement des schèmes, mais que j'ai qualifié de créatifs qui interviendraient dans une situation qui ne demande pas simplement une issue univoque, mais plurivoque. Voilà globalement pour rester en lien avec ce qui va se dire aujourd'hui. Et si je marche beaucoup, c'est que j'ai mal au dos et que j'ai besoin de marcher en même temps. Si je reste longtemps assis, j'ai très très mal au dos. J'ai ça depuis à peu près une semaine. Du coup, je dois varier entre être debout et puis assis. Donc, ça fait du sport spontané. Voilà. Merci Shadrach, courage. Moi je suis Gabriel. Je suis physicien. Raphaël, il va. Voilà. C'est un nouveau. Bonjour Raphaël, ça va? Raphaël, tu es là? Raphaël? Voilà. Je pense qu'il est un peu perdu. Raphaël? Raphaël? Bon. Je continue peut-être prendre le fil de discussion puis après. Je suis vraiment intéressé pour tout ce qui concerne la théorie des champs conceptuels. J'aime bien, malgré mes études initiales en physique, j'ai un peu abandonné la physique et j'ai pris les sciences de l'éduc et notamment la psychologie cognitive. C'est comme Shadrach, j'aime bien cette étude sur les schèmes. J'ai eu l'occasion de faire un petit stage de recherche à l'Université de Genève sous la direction de Silva Paradayan.
exactement sur les concepts, l'évolution historique du concept de schème chez Piaget. Et je suis vraiment d'accord avec toi sur l'idée que Gérard Vergniaud, il a fait une nouvelle définition de schème en rajoutant des aspects épistémiques, cognitifs, conceptuels, je dirais. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de discuter un peu ce genre de choses. Je vais essayer de donner quelques exemples pratiques et notamment, j'aimerais bien qu'on discute, qu'on pose des questions, qu'on puisse vraiment discuter ces aspects-là au niveau théorique, mais aussi au niveau pratique. Raphaël, ça va? Raphaël? Raphaël, tu m'entends? Je pense que pas. Il écrit ici sur les chats. Je vais essayer. Bonjour, Raphaël. Ah, bon, je pense qu'on peut commencer et pendant ce temps-là, Raphaël peut-être aura du temps pour recommencer, pour reconnecter, peut-être. J'ai imaginé aujourd'hui une dynamique comme ça. L'idée, c'est pas vraiment de présenter le texte, parce que finalement, je pense que tout le monde a lu le texte, mais je fais 3-4 diapositives. C'est juste pour faire de petites provocations et pour introduire la discussion. Et donc, si vous me permettez, je parlerai quelques minutes sur ça, en essayant de donner des exemples, puis après, on passe par la séance de discussion. Mais donc, si vous êtes d'accord, je fais une petite présentation. Je veux partager mon écran. Voilà. Oups. Partager. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. OK. Voilà. Bon, pour bien commencer, je pense que l'idée, la principale ici, la discussion centrale, c'est la notion de schème. C'est une notion, à mon avis, la plus importante, l'une des plus importantes chez Gérard Vergniaud dans la théorie des chocs conceptuels. On a déjà parlé dans les séances précédentes, mais je pense que c'est un travail d'aller de petit à petit et à chaque moment, on essaye de donner de nouvelles situations, de nouveaux exemples. Avant de vraiment poser la définition de schème, je vais vous rencontrer une petite histoire personnelle. Il y a, je dirais, 10 ans, une dizaine d'années, je suis allé à un hôtel, et normalement, je suis habitué à ouvrir la porte en utilisant une clé normale, comme ça. Et lorsque je suis arrivé, même, je peux essayer aussi de faire dépannage en utilisant une clé comme celle-ci. Mais quand je suis arrivé à l'accueil de l'hôtel, la personne m'a donné celui-ci. Elle m'a dit, voilà, c'est une clé. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, ce n'est pas la clé. La clé, c'est la première chose. La clé, c'est cette chose ici. Et elle a dit, non, mais c'est aussi une clé. Mon schème, pour ouvrir une porte, utilisait un concept de clé, qui c'est la clé traditionnelle. C'est quelque chose en métal qu'on met dans un endroit, on fait tourner, puis après on ouvre la porte. Mais j'ai pris la carte, et la carte était une clé.
Et donc, c'est vraiment une contradiction pour moi. C'est un moment de déséquilibre parce que finalement, les contenus conceptuels de mon schème pour ouvrir une porte ne comportaient pas la notion d'une carte comme une clé. C'est vraiment un moment de déséquilibre cognitif, mais je me suis dit, voilà, s'il s'agit d'une clé, donc je dois mettre cette clé dans la porte, comme je fais avec la clé traditionnelle. Et à un moment donné, quand je suis arrivé, donc j'ai essayé de trouver, voilà, Raphaël, oups, je vais essayer de, je ne sais pas si Raphaël est là. Attention, c'est juste un petit instant. J'arrête un peu l'explication, mais Raphaël, tu nous entends? Raphaël? Je pense que pas. Il n'entend pas. Stéphanie, tu es là? Oui, je suis là, désolée, je viens d'arriver. Non, pas de souci, pas de souci. Je vais arrêter un peu le partage et la discussion, puis après je peux reprendre. C'est juste pour introduire les deux nouveaux membres. Stéphanie, si tu veux te présenter aux collègues en quelques mots. Oui, j'essaye juste de mettre ma caméra, mais qui ne veut pas se mettre. Pas de souci. Voilà, mais donc sinon vous m'entendez. Hein. Donc moi je suis. Oui, on entend. Donc voilà, donc moi je suis professeure de chimie en secondaire depuis 24 ans. Je donne aussi sciences et donc je travaille aussi à l'UC Louvain depuis une dizaine d'années. J'ai d'abord été collaboratrice pédagogique, donc je faisais des visites de stage pour les étudiants qui étaient en agrégation. Et puis cette année-ci, je suis assistante en enseignement en chimie, mais aussi en physique. C'est pour ça que je suis aussi ici. Et donc voilà, je suis ravie de rejoindre le groupe. Merci Gabriel. Merci à toi, merci, bienvenue. On va essayer une nouvelle fois. Raphaël, tu nous entends? Je pense qu'il n'entend pas. Je vais reprendre alors le partage de l'écran. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand on parle d'un schème, on parle d'une organisation de la conduite devant une classe de situations. Et donc, la classe de situations que je vous ai rencontrée, c'est exactement le fait d'ouvrir une porte. J'avais un schème. Et quand j'utilisais la clé normalement dans ma vie quotidienne, c'est une clé en métal, je mettais la clé dans la porte, je tournais la clé pour ouvrir ou pour fermer la porte. Et donc, c'est ce schème. Il avait toute une organisation de ma conduite pour prendre la clé, trouver la bonne manière d'introduire la clé, faire tourner. Parfois, on ne tourne pas très bien, donc parfois, on a quelques difficultés. Mais je n'ai jamais utilisé à ce moment-là une carte pour utiliser comme une clé. Et donc, c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire ma conduite, elle n'est pas vraiment habituée à utiliser une carte comme une clé. Et devant cette nouvelle situation, je dû vraiment réorganiser tous les observables, toutes les informations et faire une petite adaptation, ce que Piaget appelait une accommodation de mon schème à de nouvelles situations. Et donc, j'ai commencé à essayer. Premièrement, je fais au hasard. Bon, j'avais imaginé, j'avais planifié pour pouvoir faire vraiment ma tâche, pour réaliser une tâche d'ouvrir la porte. La première chose que j'avais imaginée, c'est je vais prendre cette clé, la carte, je dois introduire comme je faisais avec la clé en métal. Mais je n'ai pas trouvé un lieu où introduire la clé. Parce que finalement, la carte, on passe devant la porte, devant un senseur, et la porte s'ouvre. Donc, c'est vraiment presque magique. Mais à ce moment-là, je ne savais pas comment. Et donc, quand je suis devant la porte, avec la carte à la main, c'est ma clé, et je ne savais pas vraiment quoi faire, j'ai commencé d'essayer de faire des tests au hasard. Ce n'est pas vraiment au hasard complètement, mais j'avais une notion qui, en utilisant ces trucs, la carte,
je devrais ouvrir la porte. Et donc, j'ai commencé à rapprocher la clé, la carte de la porte, etc. Il y avait un petit trou dans la porte avec un symbole. Et je dis, bah, peut-être ce symbole représente un censeur, quelque chose. Donc, c'est juste pour dire que mon schème pour ouvrir la porte, il ne sert pas seulement pour répéter les choses que j'avais fait, mais il sert aussi pour produire des inférences. Et l'inférence que je fais à ce moment-là, c'est que la carte, comme j'utilisais la carte comme une carte de crédit, et je rapproche la carte de crédit pour payer les choses, j'ai essayé de faire la même chose. Et donc, quand je rapprochais la carte de la porte, finalement, j'ai vu une petite lumière verte et la porte est ouverte. À ce moment-là, je rajoutais dans les contenus conceptuels de mon schème une nouveauté. Cette nouveauté me permet maintenant d'ouvrir tous les autres types de portes que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et c'est comme si, donc, ce petit exemple nous permet de comprendre, de mieux comprendre le rôle joué par le schème dans la théorie piagétienne et aussi principalement dans la théorie de Vergniaud. Parce que finalement, c'est le schème qui organise la conduite. Je peux dire ce que le schème, il y a 3 grandes caractéristiques chez Piaget. Je peux rajouter une 4e caractéristique, c'est son contenu conceptuel chez Vergniaud. Mais le schème, si on peut résumer les caractéristiques avant de donner une définition, c'est l'orientation, la répétition et un processus. Ça veut dire le schème, il est toujours orienté à une certaine classe de situations. Et cela nous permet de comprendre une évolution historique, de réaliser vraiment une analyse génétique de l'évolution de schème. Quand on est bébé, quand on est très petit, nouveau-né, on a très peu de schèmes et les schèmes sont orientés à une quantité de situations assez vaste. Par exemple, le schème des préhensions qu'on regarde chez les bébés, il sert à prendre n'importe quelle chose. Les schèmes de succion, il sert à sucer n'importe quelle chose. Et c'est à partir de ces 2 schèmes qu'un bébé commence à faire de petites classifications. Il commence à faire comme une exploration du monde en essayant de trouver quand il suce quelque chose, il commence à faire des différenciations entre chaud et froid, entre dur et mou. Donc, il commence à comprendre le monde à partir de ces 2 schèmes. Et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on a un développement cognitif, on commence à faire des distinctions de schèmes, de séparation. On commence à faire aussi une amélioration de schèmes, un entraînement de schèmes. Et on commence à construire plus de schèmes, et plus qu'on a de schèmes, ils sont beaucoup plus orientés vers des situations spécifiques. Aujourd'hui, quand on est déjà adulte, on a une quantité énorme de schèmes, mais les schèmes, ils servent à une classe plus ou moins stable de situations. Donc aujourd'hui, je n'utilise pas le schème pour ouvrir la porte, par exemple, pour faire une tâche qui est vraiment différente de l'ouverture de la porte. C'est-à-dire, les schèmes, ils sont adressés à une classe de situations. Mais il faut qu'on ait quelque chose dans nous, dans notre système cognitif, qui nous permet de reconnaître quelles sont les situations, quelle est vraiment la demande de la situation. Et les schèmes, ils sont reliés à ce que se répète d'une action à l'autre. Donc, si on a une classe de situations, on a aussi entre ces situations qui appartiennent à une classe quelque chose de commun. Quand on parle de répétition, c'est important de dire que c'est l'organisation de la conduite qui est invariante et pas l'action elle-même. On adapte l'action
en fonction des caractéristiques de l'objet. Je peux vous donner, par exemple, un exemple du schéma de préhension. Le schéma de préhension, la manière dont on prend une chose dépend aussi des caractéristiques de l'objet, de la chose qu'on va prendre. Mais l'organisation de la conduite pour prendre un objet est invariante dans le sens où on évalue quel est le poids de l'objet, quelle est la forme, si je dois utiliser une main, si je dois utiliser les deux mains, si je dois faire une pince. Bon, on essaie d'évaluer des caractéristiques de l'objet qui sont incorporées, qui sont assimilées, et à partir de ces caractéristiques, on essaye de régler, d'organiser vraiment l'action de prendre un objet. Et c'est important que quand on parle d'un schéma, on parle de toute une série d'actions, toute une série d'étapes qui nous permet d'aboutir, de conclure une situation. Et dans ce sens, les caractéristiques conceptuelles sont vraiment assez importantes. Et c'est vraiment ce que Vergniaud nous apprend sur la caractéristique, sur la notion de schéma, c'est que ce composant conceptuel, on appelle en général les invariantes opératoires, il joue un rôle assez important dans le sens où il nous permet de reconnaître dans les situations quels sont les concepts qu'on pense en moi, qui sont pertinentes, et de construire à partir de ce concept pertinent des propositions. Et ces propositions nous permettent à la fois de régler l'action, c'est-à-dire à partir de propositions qu'on va construire, on peut essayer de vérifier en temps réel si notre action, elle sera réussie ou pas. Et en même temps, on peut faire des inférences. Alors, si je change de chose, la conclusion sera telle, telle, telle. Et donc, les composants conceptuels, c'est vraiment quelque chose qui nous permet à la fois de faire une espèce de liaison avec le concept et aussi avec les contenus ou l'état de connaissance d'une seule personne. J'ai essayé de rajouter tout ça dans un petit schéma, ce schéma-là. On voit dans la partie supérieure les situations qui sont vraiment les situations qui déclenchent le processus de conceptualisation. C'est à partir de défis, de tâches, de choses à faire qu'on doit mobiliser nos connaissances, nos schémas, etc., pour essayer de proposer une solution valable, une solution économique, pratique, correcte, etc. Et les situations, elles sont à la fois les choses qui déclenchent l'utilisation d'un ou d'autres schèmes d'un sujet, mais elles sont exactement, les situations sont ce qui donne du sens au concept. Et donc, j'ai mis d'un côté et de l'autre, d'une façon, en fait, cette séparation que j'ai faite, elle est plutôt méthodologique, parce que finalement, il n'y a pas une manière de tracer une frontière entre l'action du sujet et la culture, parce que finalement, la culture, elle est construite par les êtres humains, et de même, la culture exerce une influence sur le développement des sujets, mais à mon avis, la porte d'entrée, je vous ai parlé la semaine passée aussi, la porte d'entrée pour la recherche en conceptualisation est exactement la recherche des invariantes opératoires. Si on est capable de, par des situations, par une expérience, une vidéo, une discussion collective, n'importe quel processus, mais si on propose des situations qui sont vraiment interpellantes, des situations qui déclenchent toute une série de processus internes dans les sujets, la manière dont le sujet propose des solutions par cette situation, par ce défi, cette tâche, nous permet d'inférer quelles sont les connaissances qui sont utilisées en action.
c'est-à-dire les concepts, les théorèmes en acte. Donc, toutes les recherches qu'on fait en conceptualisation à partir de la théorie du champ conceptuel nous exigent de penser en amont quelles sont les situations, quels sont les problèmes qui seront présentés au sujet pour que le sujet puisse vraiment utiliser ses connaissances, son énergie, dégager une quantité d'énergie pour proposer des solutions aux problèmes. Ce processus, il va sera mis en place dans ce qu'on appelle la zone de développement proximal. C'est un concept vygotskien. C'est une région où je suis capable de faire des choses si j'ai une certaine aide d'une autre personne qui est plus capable que moi dans ce contexte. Et c'est exactement dans cette région qu'on peut faire, dans les termes de Piaget, de déséquilibre cognitif, c'est-à-dire c'est exactement dans cette région que les situations qui sont présentées, elles seront comprises comme vraiment une situation à maîtriser, une situation qui a quelque chose de déjà connu, mais qu'elle apporte aussi des choses qui ne sont pas encore connues. C'est une vraie situation d'apprentissage, de conceptualisation. Elle a quelque chose de redondant, qui c'est exactement à partir de ça que les apprenants ils peuvent reconnaître quels sont les concepts, quel est le domaine de validité, etc., et qui seront capables de faire des prévisions, etc. Et à partir de la visualisation, par exemple, d'une expérience, il pourra faire la comparaison entre sa prévision, ses modèles et le résultat concret de l'action. Si le résultat n'est pas compatible avec les prévisions qui sont faites, on aura alors un déséquilibre cognitif. Mais j'insiste que l'existence d'un déséquilibre cognitif, il existe vraiment dans la zone de proche développement, dans les termes de Vygotsky. Et c'est exactement en faisant l'accompagnement des invariantes opératoires utilisées par le sujet qu'on peut tracer l'évolution temporelle du processus de conceptualisation finalement. Donc, quand on parle de développement cognitif, on parle notamment de cette évolution temporelle. Dans les textes que je vous ai envoyés, il y a un petit exemple d'un entretien clinique que je fais en utilisant un ébouliomètre. Et c'est un exemple intéressant parce que cela met en évidence que quand je montre l'ébouliomètre et l'élève, la personne dit « Ah, je pense que le liquide monte parce que je fournis une quantité de chaleur. » Les modèles qui étaient utilisés, il a fait en fait une comparaison entre le bouliomètre et le thermomètre, en disant que la chaleur qui est fournie par mon corps produit une dilatation thermique. C'est un bon modèle, c'est un bon théorème en acte, mais il n'est pas correct. C'est complexe. Elle a reconnu comme pertinente le concept de chaleur et de dilatation thermique, et en utilisant le concept de chaleur et de dilatation, elle produit un théorème en acte, une proposition en disant que finalement, la chaleur fait augmenter les dimensions d'un corps de la même manière que je vois dans le thermomètre, que je connais déjà, c'est le contenu déjà connu de mon système cognitif, et donc, elle a fait la transposition entre le fonctionnement d'un thermomètre par le fonctionnement d'un ébouliomètre. Cela, c'est très intéressant parce que si je fais seulement un contrôle, un examen, je vais dire non, la réponse n'est pas correcte. Mais la nature de cette erreur est vraiment intéressante parce que démontre déjà une capacité de reconnaître quel est le champ de validité, quelle est la classe des situations, malgré le fait qu'elle a pris comme pertinent les concepts de dilatation, et ce concept n'est pas pertinent pour cette situation.
Et donc, pour vérifier si elle est vraiment consciente, si elle utilise vraiment le concept de dilatation thermique comme pertinente, je posais une deuxième question. Alors, si je jette de l'eau froide au sommet de l'appareil, quelle sera la conséquence? Bon, si vraiment elle est cohérente avec le concept de chaleur et dilatation, si je jette de l'eau froide, on aura une diminution de température, et comme la chaleur augmente les dimensions, si je refroidis, les dimensions doivent diminuer. Et c'est exactement ce qu'elle a dit. Si tu jettes de l'eau froide au sommet de l'appareil, la température va baisser et donc la taille de la colonne de liquide doit diminuer, doit baisser. Et donc, quand je fais l'expérience, j'ai jeté de l'eau froide au sommet, le liquide monte encore plus vite qu'avant. C'est vraiment intéressant de voir la réaction quand on regarde la vidéo, que je fais l'enregistrement, parce que finalement, quand je montre, je vais arrêter le partage, c'est juste pour montrer parce qu'elle est devant l'appareil comme ça, et quand je jette de l'eau froide au sommet et le liquide basse, elle fait comme ça. Non, elle fait comme ça, comme si elle demandait au liquide de monter, parce qu'elle était vraiment convaincue de sa théorie, de ce modèle. Et c'est comme ça que le schéma marche. Parce que finalement, regarde, elle avait un contenu conceptuel, épistémologique, elle a fait une prévision, et elle était convaincue que sa prévision était correcte. Elle ne doutait pas que la solution était, si je jette de l'eau froide, on va diminuer la température, donc le liquide va baisser. Quand elle a vu une situation, un résultat qui c'est vraiment le contraire de sa prévision, elle a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, c'est vraiment un moment de déséquilibre cognitif. C'est vraiment un moment où elle a dû reformuler sa vision. Donc, elle a commencé à aller à la recherche d'autres concepts tenus comme pertinents. Si la dilatation thermique n'est pas pertinente, alors quel est le concept vraiment pertinent? Elle a commencé à énoncer au hasard. Ah, je ne sais pas, il y a quelque chose à voir avec la pression. Quand elle a dit la pression, je jouais le rôle de la personne, disons, la plus compétente, comme disait Vygotsky, en disant oui, la pression de quoi? Quel est l'objet qui fait la pression? Et à partir de cette discussion, elle a vu oui, la pression est importante, donc quel est l'objet qui fait la pression? Peut-être c'est la vapeur, etc. Jusqu'au moment où on est arrivé ensemble à la réponse correcte, au modèle scientifiquement correct. C'est un changement, et ce changement il est vraiment visible dans la mesure où elle a reformulé la compréhension sur le fonctionnement de l'appareil. Et à la fin du processus, les concepts qui ont été pris comme pertinents à la fin sont vraiment des concepts qui ont pris comme quelque chose de pertinent. J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Jeanne Guillet-Suvin. Jeanne, salut, ça va? Ça va, excuse-moi, je suis en retard, mais avec les métros, c'est pas facile. Tu m'entends? Oui, on entend très bien. C'est un grand plaisir de compter parmi nous. Voilà. Jeanne, tu veux te présenter en quelques mots? Oui. Vas-y. Je suis maître de conférence HDR à l'Université Paris-Cité en sciences de l'éducation. Et voilà. Et j'appartiens aussi au laboratoire EDA. J'ai un doctorant extraordinaire qui est en ligne aussi au moment où on parle, Shadrack Ilanga, qui fait une thèse sur le schème de Gérard Vergniaud. Moi-même, mes travaux ont porté sur la théorie du champ conceptuel de Gérard Vergniaud. Voilà. Entre autres. Voilà. Sur les schèmes et les filiations et les ruptures qu'on puisse voir dans l'organisation du sujet. Voilà. Par ailleurs, je suis coprésidente du réseau UNIRES,
nouvellement nommé d'ailleurs. Réseau des universités pour l'éducation à la santé. Voilà, et on a un site internet avec des conférences en ligne. C'est adossé à une revue classée qui s'appelle Éducation, Santé, Société, et sur lesquelles, bien évidemment, on ne peut que vous engager à publier si l'aventure vous dit. Merci. Merci, Jeanne. Je ne sais pas, Raphaël, tu l'entends maintenant? Raphaël. Ah oui, bonjour Raphaël. Sur le coup, tu vois, je t'ai pas reconnu. Audrey aussi. Je connais Audrey, je connais Raphaël, et Oui. pas les autres. Alors, très brièvement, on peut faire un petit tour de table avec peut-être Emma, Jean-Pierre, Stéphanie et même Raphaël, parce que Raphaël n'a pas encore se présenté. Mais Emma, Jean-Pierre et Stéphanie, c'est juste pour présenter brièvement à Jeanne. Bonjour, Oui, Jeanne. Je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Ayman Bouali, donc je suis le nouveau doctorant qui prépare une thèse en sciences de didactique sous la direction d'Audrey et de Gabriel. Voilà, donc nouvelle arrivée. Voilà. Merci. Bravo. Jean-Pierre? Donc voilà, donc moi c'est Stéphanie Millet. Pardon, je suis donc professeure en secondaire. Donc mes élèves ont entre 16 et 18 ans et parallèlement je travaille à l'UC Louvain et je suis assistante d'enseignement en chimie et en physique. Et donc je travaille avec Gabriel dans ce cadre-là. Voilà. Bonjour, moi je suis étudiant à l'UC Louvain en master en enseignement des mathématiques. J'ai fait mon mémoire actuellement avec Gabriel, notre professeur qui n'est pas là. Et je vais travailler sur l'enseignement des mathématiques aux personnes aveugles. Et Gabriel m'a lancé dans l'aventure de la théorie des champs conceptuels. Et donc c'est avec vous que je découvre cette belle théorie. À toi et à Elsa aussi. Hein. Tu fais une influence pour tout. Oui. Voilà. Raphaël? Ravi de vous revoir tous. Audrey aussi. Canada. Moi aussi, je suis ravie. Très contente de te voir, Jeanne. Moi aussi. Bonsoir, mes amis. Je suis Raphaël Aquino. Jeanne, c'est un plaisir de te revoir après beaucoup de temps. Je vais faire le doctorat dans l'université Lumière Lyon 2 avec la professeure Nadia, et un régime de co-tutelle avec l'université brésilienne, l'université fédérale rurale de Pernambouc. Et j'ai pu rechercher sur l'apprentissage dans la biochimie ou d'entre différentes théories, je peux appliquer la théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud. Et c'est un plaisir de participer ici, Gabriel. Merci beaucoup pour ça. C'est un plaisir de recevoir plus de Brésiliens aussi. Voilà, merci pour l'ajout. Et donc, j'ai parlé beaucoup. Je fais un compromis de parler très peu, de laisser le temps de discussion. Donc, je m'arrête. Et donc, j'aimerais passer la parole à vous avec des commentaires, des questions, parfois sur le texte, mais pas seulement sur les textes, sur la théorie des champs conceptuels en général. Je pense que c'est le moment où on peut vraiment en discuter. Audrey, vas-y. Oui, bien, c'est une question que je me pose depuis longtemps, puis c'est souvent difficile quand on utilise des cadres théoriques qui sont bien formalisés, un peu comme quand j'utilise celui du rapport au savoir, par exemple. Quand tu fixes tes objectifs de recherche, tu fais souvent, tu sais, j'ai vu que tu collectais souvent des dessins, des entrevues, peut-être des observations aussi. Comment, quand on travaille avec la théorie des champs conceptuels, on opérationnalise l'analyse des données en tant que telle? C'est-à-dire, est-ce que tu vas chercher autour des schèmes, des théorèmes en acte? Qu'est-ce que tu cherches quand tu fais l'analyse de données plus spécifiquement? Je me doute que c'est lié aux objectifs, mais ça me questionne toujours. Le pont, pour moi, n'est pas si clair que ça. Oui, c'est une très bonne question parce qu'à mon avis, ici, c'est une formulation beaucoup personnelle.
je vois la théorie des choix conceptuels en 3 niveaux différents. Je peux faire une recherche au niveau micro, qui c'est vraiment l'identification des invariants opératoires. Je m'arrête ici, c'est possible de faire ça dans une situation, c'est-à-dire je vais donner comme résultat de la recherche un répertoire d'invariantes, de concepts et théorèmes en acte mobilisables dans une action. Et cela est important pour les professeurs, pour les enseignants, de savoir quelles sont les possibilités de compréhension, d'utilisation d'autres concepts. C'est une bonne piste pour la planification des activités. On peut faire aussi une identification au niveau méso, qui sont les identifications de schèmes. Et pour ça, on fait aussi l'identification des invariantes opératoires, parce qu'à mon avis, la porte d'entrée est toujours l'identification des invariantes opératoires. Mais on va beaucoup plus loin. On essaye de comprendre quels sont les mécanismes de contrôle de l'action, les inférences possibles. Donc, on essaie de faire, par rapport à un certain type de provocation, une activité d'ouverture, une expérience, etc., quelles sont les possibilités d'inférence? C'est-à-dire, un adolescent, un élève de 17, 18, 16 ans, il peut penser à quoi? Il peut faire quel type de comparaison entre la situation et des choses qui sont déjà connues, etc. Donc, c'est une description des schèmes. C'est un niveau beaucoup plus important. Et cela prend beaucoup plus de temps, bien sûr. Et on peut faire aussi au niveau macro une identification d'un champ conceptuel avec toutes les problématiques, toutes les situations qu'on peut proposer, toute une logique d'encadrement des concepts les uns les autres, etc., qui prend beaucoup plus de temps. Et je pense que cela, c'est une activité pour toute la vie, pour faire ce genre d'identification. Normalement, comment est-ce que je fais? La première chose que je suis vraiment préoccupé, c'est si j'ai une problématique de recherche, soit pour la distinction de chaleur et température, qui c'est le sujet de cet article, ou la construction de la notion de couleur, qui c'est notre type de recherche que je fais, ou l'utilisation des intelligences artificielles dans l'apprentissage en physique. J'essaie de comprendre vraiment quelle est l'ampleur, quelle est la portée de la problématique et quelles sont vraiment les questions qui sont importantes de poser. C'est-à-dire, je prends beaucoup de temps en essayant de trouver les bonnes questions à poser aux élèves au sujet de la recherche. Quelles sont les questions qui peuvent potentiellement faire penser. Normalement, je fais des essais avec des étudiants, des élèves. Je pose la question pour savoir comment est-ce que les réponses seront données, sans avoir vraiment un but de recherche, mais c'est juste pour essayer de comprendre l'état de lieu, quelles sont les questions. Puis après, quand j'ai déjà un certain type d'organisation de quels sont les problèmes, quelles sont les problématiques, la deuxième chose, c'est de faire une petite évolution historique. Donc, je vais poser telle question, puis après, je pose... Donc, j'essaie de faire un dessin, un planning de quels sont vraiment, quel est l'ordre de la recherche et des questions que je vais poser. Pour cette activité de distinction de chaleur-température, je fais une première approche expérimentale. J'avais utilisé pas mal d'expériences, je ne me souviens pas vraiment la séquence, mais on a fait la diffusion d'une substance dans l'eau et on fait varier la température, l'eau froide, l'eau chaude, pour savoir la vitesse de diffusion de cette substance. On a fait des activités de discussion, lecture d'un texte, etc. Et j'ai suivi tout ça. À la fin de chaque séance de recherche, j'ai posé une ou deux questions. Je prenais ce matériel pour lire et j'utilisais 3 moments qui sont des moments vraiment de repère. Après X heures de cours, que je ne me souviens pas vraiment, je fais un petit test. C'est un test pour savoir jusqu'ici quels sont vraiment les modèles qui peuvent être utilisés par les étudiants. J'ai dressé une espèce d'un état de lieu à ce moment dans ce moment de la recherche.
je fais aussi une nouvelle fois à la fin de la recherche, à la fin des activités de recherche, et 7 mois plus tard, les entretiens cliniques. Et donc, pour organiser toute cette série de données, j'utilise normalement l'analyse des contenus de Bardin. Donc, je fais une lecture sans faire la classification au début pour savoir vraiment quels sont les types de réponses. Puis après, je fais une deuxième lecture en essayant de trouver des liens entre les réponses. Et donc, je fais à la fois une lecture horizontale du premier test, du deuxième test et des entretiens d'une façon isolée. Puis après, je pris la même personne et je lisais l'activité initiale, l'activité intermédiaire et la finale pour essayer de voir s'il y a une connexion entre ces activités. Et bien sûr, je prends note de tout ça. Donc, et donc, à ce moment, je fais le choix d'une certaine quantité d'étudiants, d'élèves, de répondants, pour tracer ce fil rouge entre l'état initial, l'intermédiaire et l'état final. Et donc, quand je fais ça, j'essaie de voir quelles sont les permanences, c'est-à-dire quels sont les concepts qui sont systématiquement pris comme quelque chose de pertinent pour les situations. Et cela me donne une bonne idée sur la possibilité de faire des inférences sur l'utilisation d'un schéma de chaque personne. Normalement, ce que je fais, ça donne vraiment beaucoup de travail. C'est pas du tout facile, évidemment. Et j'ai l'habitude aussi, après cette construction, de demander une autre personne de regarder s'il y a une consistance entre les données, si cette analyse elle est vraiment valable, s'il y a la possibilité de penser des autres choses, etc. C'est une validation externe. C'est vraiment important de demander si une personne qui n'a pas vraiment participé de la recherche, si elle peut arriver à la même conclusion ou au moins valider ce genre de choses. Donc, c'est un processus assez intense, c'est un processus assez complexe, parce que cette idée de réfléchir sur la manière dont chacun réfléchit, pense, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'on dit qu'à la limite, on fait des inférences, on essaie de reconstruire un processus. On n'est jamais sûr si la personne vraiment fait comme ça, mais comme on utilise plusieurs moments différents et on essaie de lire la consistance tout au long de cette période, l'idée c'est exactement de prendre seulement les choses qui sont retenues, qui sont vraiment constantes dans toutes les activités. Donc, c'est l'organisation de données, normalement, je fais comme ça. Et donc, je comprends que les types de recherche que je fais moi-même, c'est pour l'identification des invariantes opératoires. D'abord, c'est ça. Puis ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, Gabriel, c'est que tu mets un soin important à la planification des instruments méthodologiques, le genre de tâches que les jeunes vont avoir à faire, parce que, donc tu sais, on voit souvent dans les recherches un peu moins de travail en amont, puis un peu du travail différent en aval, mais sachant que, comme tu le dis, on ne peut pas voir le processus, évidemment, c'est pas quelque chose qui s'extrait facilement. Je pense que c'est vraiment intéressant cette idée-là de préparer avec soin la tâche, de faire quelques entrevues ou tâches pilotes avec les gens. J'entends aussi que dans ton analyse de données, il y a une espèce de volet itératif. Tu sais, tu dis après tant de temps, j'arrête, je regarde, je vois si je peux bien voir les choses. Ça, c'est intéressant aussi, ce travail-là itératif, pour arriver à la fin à des analyses qui sont, somme toute, assez classiques, une analyse verticale, une analyse horizontale de contenu, mais c'est possible de la faire comme ça à cause de tout le travail qui a été fait en amont et qui n'est pas toujours visible. Ça, je suis contente de l'entendre parce que je ne suis pas sûre que j'aurais réalisé à quel point ce travail-là en amont, ici, il était important pour arriver au résultat qu'on souhaite avoir. Merci. Oui, bon. Bien sûr, quand on essaie de réfléchir sur ce genre de travail, on fait référence à la littérature du champ, bien sûr. On ne va pas réinventer la roue.
Mais normalement, on essaie de faire des recherches bibliographiques, quelles sont les recherches qui ont été déjà faites, quelles sont les conceptions alternatives qui sont présentes, la manière de penser des sujets. Donc, plusieurs des tranches d'âge que j'aimerais bien investiguer. Mais c'est vraiment un travail assez important de trouver, si on trouve la bonne question à poser, cela nous facilite davantage le travail après. Et plus que trouver de bonnes réponses, je pense que le travail d'un chercheur, c'est vraiment de trouver les bonnes questions à poser. Vas-y, Jeanne. Et Gabriel, merci. Je pense que je suis tout à fait, je dirais, contente de tout ce que tu expliques parce que c'est très clair. Et je pense qu'effectivement, l'importance du contexte, Gérard Vergniaud l'a beaucoup signifié, l'a beaucoup souligné. C'est-à-dire qu'on possède toutes sortes de connaissances et ces connaissances, pour identifier comment elles fonctionnent chez le sujet, qu'est-ce qu'il met en jeu, eh bien, ce qu'on appelle des connaissances en acte. Qu'est-ce qui est nommé invariant opératoire aussi. En fait, tout n'est pas explicitable. Il y a une partie qui est non visible dans l'activité du sujet. Donc, c'est pas les connaissances qu'il a, elles ne sont pas forcément toutes explicitables, elles ne sont pas forcément explicites et ni même parfois conscientes. Et je trouve que la théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud apporte cet éclairage extrêmement important. Et ce que tu soulignais fort bien, c'est le concept d'invariant opératoire qui permet effectivement de comprendre comment le sujet interprète les informations, comment il interprète les informations. Et ce que dit Audrey est capital aussi parce que on a des situations où on a des hypothèses. Le sujet doit penser comme ça, il fait ça, donc c'est pour ça que c'est comment ça marche aussi. On interprète. Mais l'interprétation, elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'il y a de la place pour l'incertitude. Comment fait-il? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il y a des hésitations? Et donc, ça porte sur des objets très complexes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gabriel. Et comment on peut effectivement souligner aussi les possibilités d'inférence dans les situations. Donc, il n'y a pas des formes câblées d'activité, en fait, c'est ça. Il n'y a pas des choses qui sont, je dirais, magiques et qu'on voit comme on pourrait le voir si on prenait un appareil photographique. Donc, les théorèmes en acte, ça s'adresse à des situations où, par conséquence, effectivement, on aborde le problème du schème, comme qu'est-ce qui se passe au niveau de la déduction, au niveau, voilà, comment les choses se déduisent. Mais ces théorèmes en acte, ils ont une portée locale. Et c'est pour ça que, effectivement, je me suis permise de rappeler que Gérard apportait une insistance fondamentale au problème du contexte. Et Michel Récopé, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi avec Gérard Vergniaud, donne l'exemple de la signature que je trouve tout à fait pertinent parce que tu signes pas forcément de la même manière un document selon le contexte dans lequel le document doit être donné. Et voilà, pareil, quand tu apprends à danser, tu danses pas forcément de la même façon en fonction d'un contexte, d'un autre ou d'un troisième. Donc je pense que toutes ces activités s'intéressent au domaine de la conceptualisation. Et c'est le domaine de la conceptualisation, je trouve ça majeur dans la théorie de Gérard. Voilà, et ça suppose effectivement des définitions et ça suppose aussi des méthodologies. Et là, la question, c'est comment peut-on analyser les schèmes qu'engage le sujet? Quelle méthodologie peut-on utiliser pour appréhender les exemples dans les études que nous faisons du point de vue de la recherche? Voilà. C'est très important de parler sur l'idée de contexte et cela me pousse à chaque fois
de penser à une théorie complémentaire à la théorie des champs conceptuels qui s'appelle la théorie des profils conceptuels. C'est une théorie qui a été développée par un Brésilien qui était mon prof à l'université, qui s'appelle Eduardo Mortimer. Eduardo Mortimer a créé cette théorie à partir de l'idée des profils épistémologiques de Bachelard. Comment l'écris-tu? Pardon, je ne vois pas bien. Edouard, je vais mettre sur le chat. D'accord, merci. Eduardo Mortimer. Oui, je ne le connais pas, c'est intéressant. Il est très intéressant parce que finalement, il dit que notre compréhension conceptuelle, elle n'est pas figée dans l'aspect, disons, scientifique seulement. Donc, l'idée des années 1980 de changement conceptuel n'a pas de sens par Eduardo Mortimer parce qu'il dit qu'on ne change pas le concept. On apprend à utiliser le concept dans de nouveaux contextes, y compris les contextes scientifiques. Mais finalement, on n'abandonne pas si, par exemple, si on utilise dans la vie quotidienne le concept de poids et de masse comme la même chose, on continue à penser comme ça. Et dans les contextes de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, on va continuer à utiliser ça. Je vais continuer à dire mon poids est 100 kg. Et donc, je ne veux pas changer ce concept, mais je vais apprendre que dans les cours de physique ou dans la science, je suis obligé de faire la distinction entre poids et masse. Et donc, c'est comme si on est capable d'ouvrir une nouvelle partie de notre schème qui nous permet de dialoguer aussi avec la connaissance scientifique. Quand on fait ça, on n'abandonne pas du tout l'ancienne partie, qui c'est une partie plutôt quotidienne. Et l'identification de plusieurs zones différentes dans certains concepts nous permet davantage de parler sur quelle est l'influence du contexte sur l'attribution d'un statut pertinent ou pas pertinent d'un concept en acte. Quand on parle si un concept ou si un certain type de conception est ou n'est pas pertinente, cela dépend de quel est le contexte. Et donc, c'est vraiment intéressant de rajouter, d'utiliser les deux théories ensemble. Et elle apporte, je pense, une plus-value dans l'analyse des situations. Et on comprend le mieux les types d'erreurs qui sont commises, parce que je suis très intéressé par la typologie des erreurs. Il y a pas mal de types différents d'erreurs. Il y a une erreur parce que la personne elle ne sait rien du tout sur la situation, donc elle fait des choses au hasard. C'est comme si le schéma n'est pas vraiment adapté à cette situation. Elle commence à utiliser de concepts, mais sans avoir une systématisation. Il y a des erreurs où la personne, elle n'est pas capable d'identifier les concepts qui sont vraiment pertinents, comme c'est le cas de cet étudiant que j'ai écrit. Mais il y a aussi des gens qui sont capables d'identifier les concepts pertinents, mais en utilisant les concepts pertinents, elle fait la construction de théorèmes en acte, des propositions fausses. Par exemple, je n'ai pas écrit ça dans l'article, mais je fais pas mal d'entretiens avec d'autres étudiants, d'autres élèves. Il y avait un élève qui a dit, pas explicitement, c'est une interprétation que je fais bien sûr, que les concepts en acte, les concepts pertinents sont la chaleur et la pression. Et pour expliquer le fonctionnement de l'ébouliomètre, les concepts de chaleur et de pression sont vraiment pertinents. Mais quand j'ai analysé l'explication, il fallait pourquoi alors le liquide monte. La personne fait comme ça, comme si elle fait une pression sur l'appareil. Et donc la pression qu'elle a dit n'est pas une pression de la vapeur,
mais pression de la main de la personne. Oui. Donc, elle a construit un théorème en acte qui n'est pas correct. Mais elle était capable d'identifier que la chaleur et la pression sont de concepts pertinents. Donc, il y a plusieurs types différents d'erreurs. Normalement, on prend tous ces types d'erreurs dans le même ensemble et on dit la réponse n'est pas correcte. Mais analyser cette typologie d'erreurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en essayant de répondre à la question de Jeanne, je pense qu'à partir des erreurs, de cette classification, de cette typologie des erreurs, on est plus capable d'identifier l'utilisation d'un d'autres schèmes. C'est plus ou moins ce que Piaget a fait dans les années 1930, parce qu'il a dit on va arrêter de trouver des bonnes réponses, des réponses correctes. On va essayer de chercher les erreurs et essayer de comprendre pourquoi une personne fait ces erreurs. Et on a poussé vraiment la capacité d'interprétation de la psychologie cognitive à partir de ça. Je ne sais pas si je t'ai répondu, mais... Mais très bien. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment le sujet prend des informations, quelles décisions il prend, etc. Oui. Alors, on peut peut-être partir d'un autre exemple, si tu veux bien. Oui, oui. On a étudié avec Shadrach comment se passent les successions de prises d'informations, de décisions dans les débats. Et une des, je dirais, perspectives théoriques que j'ai engagées et que lui engage aussi, c'est la notion de schèmes sociaux. Et Shadrach et Langa de schèmes créatifs, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir le champ théorique de Gérard Vergniaud à des définitions un petit peu différentes. Et Gérard, on en avait parlé ensemble. Donc, en fait, comment les formes symboliques, les formes opératoires, les raisonnements s'organisent dans les débats. Et voilà, et je pense que, si je puis me permettre, Shadrach pourrait peut-être donner un exemple. Shadrach? Non, il ne l'entend pas. Oui, si, j'entends depuis tout à l'heure. Je Donc, tenais d'ailleurs peut-être, je ne sais pas, pour illustrer ce que je viens de dire, parce que c'est peut-être une portée un peu novatrice et ça peut être intéressant. Juste un exemple, les débats, quand les gens débattent ensemble, comment organiser, je dirais, la notion théorique de schème autour de des débats, organiser une méthodologie, parce qu'on parlait de méthodologie, c'est très intéressant, savoir comment est-ce qu'on peut construire, je dirais, un schéma pédagogique, etc., pour engager, je dirais, la définition des schèmes sociaux à travers, effectivement, les prises de parole dans les débats. Avant même de rentrer dans une illustration, parce qu'il y a eu deux concepts qui ont été avancés par Madame Guy-Sylvain. Le premier concept concernant les schèmes sociaux, et ensuite le deuxième concept, les schèmes créatifs. Il y a un parallèle à faire entre ce que l'on va appeler le constructivisme selon Piaget et le socioconstructivisme selon Lev Vygotsky. Se dire que s'il est vrai qu'à travers les schèmes, nous observons une situation, nous permettons effectivement d'attester certaines choses, mais c'est limité à l'individu. Et les schèmes sociaux, c'est prendre en considération l'influence sociale que les individus ont sur l'apprentissage d'un individu. Je ne sais pas si vous me situez, mais le parallèle que j'ai voulu faire entre le constructivisme et le socioconstructivisme est similaire. Constructivisme, selon Jean Piaget, finalement, c'est cet apprentissage par étapes pour que l'individu puisse apprendre à travers l'expérience et à travers aussi cette logique de construction par lui-même. Et le socioconstructivisme, c'est comment les individus et l'environnement social influencent cela. Lorsqu'on parle de schèmes sociaux, c'est similaire. Se dire que au-delà des schèmes individuels, il y a dans la participation et dans le contexte social une influence des comportements de l'autre sur la manière dont l'individu va agir. Et c'est pourquoi c'était important pour moi de préciser cela en vous disant que, alors faites pas attention à chaque fois que je me lève et que je marche,
et que le dos me signale il faut marcher, en vous disant que dans une situation de débat, alors ce sont des situations que j'ai pu analyser, un contexte de débat collectif, bien sûr, qui va mobiliser, on va dire, une vingtaine d'étudiants, une vingtaine de jeunes, et qui les opposeront à travers, une problématique tranchante, c'est-à-dire qu'ils vont devoir défendre une thèse à la positive et à la négative. Ce que moi j'ai pu observer, par exemple, en termes de schème que je qualifie de créatif aujourd'hui, c'est qu'il y avait souvent cette tendance, et je vais vous donner une illustration, dès les premières phases du débat, à d'abord interroger l'autre, parce qu'il y a cette logique de vouloir récupérer des informations basées sur ce que l'autre va dire pour savoir comment contre-argumenter. Et typiquement, cette réaction-là, aussi banale soit-elle, c'est une réaction où on peut observer, effectivement, si on prend les théories piagétiennes, les théories piagétiennes, on pourrait dire que oui, il y a une forme d'accommodation à la situation, c'est que je viens et je mobilise à l'avance, j'ai mes arguments. Là, dans le contexte d'un débat, j'ai mes arguments, mais j'aimerais être sûr que mes arguments vont être pertinents vis-à-vis de l'autre. De ce fait, j'interroge l'autre et je vois comment je pourrais réadapter mes arguments vis-à-vis de l'autre. Et lorsqu'on interroge nos sujets, après les débats, on demande pourquoi tu lui as posé une question. En fait, oui, on avait préparé ça, mais on n'était pas sûr, on voulait voir comment ils allaient répondre et par la suite apporter de manière adaptée ce qu'on voulait dire. Bien sûr, je ne cite pas totalement, mais je fais comprendre globalement cette logique-là. Et ce réflexe-là que les étudiants avaient se manifestait de manière collective, puisque là, la dimension collective était intéressante, puisque ça contribuait à leur organisation. Situons-nous, hein, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait, cette activité-là, c'était qu'il y avait plusieurs rounds, plusieurs manches, et ils avaient chacun leur camp. Et instinctivement, au regard du chrono qui défile, ils avaient cette logique de OK, on va prendre des initiatives, toi tu vas dire ça après, on va prévoir de faire ça, et on rentre dans cette logique d'anticipation. Et l'anticipation, typiquement, c'est quelque chose qui va révéler aussi du schème. Et je vais faire face à une situation qui va présenter on va dire pas des contraintes, mais des obstacles, disons ça comme ça, et comment moi je vais essayer, avec ce que j'ai comme connaissance, je vais essayer de m'en sortir. Alors typiquement, il y a cette illustration-là que nous pouvons avoir. Je vous laisse la parole après Madame Guy-Sylvain. Nous sommes venus avec comme idée de parler de ça. Une fois que nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont répliqué une chose qui nous a donné envie de réadapter ce qu'on devait dire. Alors, c'est aussi banal que cela. Eh bien, on voit à travers cela une réadaptation, une anticipation et une accommodation si on prend la théorie de Jean Piaget. Mais si on essaye d'accorder cela à Gérard Vergniaud, nous voyons à la fois cette logique de concept en acte et de théorème en acte, dans le sens où le sujet avait ses idées, ses connaissances qu'il a jugées pertinentes, mais ensuite il a réadapté par rapport à la situation à laquelle il faisait face. Et Gabriel, je reviens sur ton idée, sur ce que tu as dit par rapport aux obstacles avec Bachelard. Il y a certainement là une piste très intéressante. Qu'en penses-tu? Les obstacles, finalement, se définissent autrement à partir du moment où on a introduit la notion de schème collectif, schèmes sociaux, schèmes collectifs, ce qui se passe au niveau de... Comment tu penses réagir par rapport à ça? J'imagine, premièrement, je pense que c'est une idée assez intéressante d'utiliser cette notion de schème social. À mon avis, tous les schèmes ont un composant social parce qu'ils sont développés dans la culture. Les situations qui sont présentées, qui donnent la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre concept, ce sont des situations qui sont présentées par la culture. Il y a une relation dialogique entre l'individu et la culture, parce que la culture est formée par les êtres humains, elle est construite, elle évolue par les êtres humains, mais au même temps que la culture est construite et évolue par l'action des êtres humains, elle exerce aussi une forte influence sur le développement des humains. Et donc, c'est une relation d'influence mutuelle. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire quand je construis mon unité d'analyse pour ma thèse.
et que je présentais aussi dans l'article, la porte d'entrée à partir des invariants opératoires, parce qu'ils font vraiment le pont entre ces deux aspects. Mais je ne sais pas établir une frontière entre le domaine culturel et le domaine subjectif, une frontière rigide, parce qu'il y a vraiment un mélange. Nous comme des êtres humains, nous existons dans la culture. Et peut-être j'ai une forte influence du marxisme. Au Brésil, on ne peut pas dire beaucoup de choses comme ça, mais quand on parle de marxisme, on est un peu lourd. Mais cette idée que ce sont vraiment les outils, ce sont vraiment les artefacts culturels qui, de certaine façon, déterminent l'évolution, le développement cognitif d'une personne. J'ai vu récemment une recherche assez intéressante d'une personne qui il a présenté un objet en disant, imagine qu'ici c'est une sonnette. Il a demandé à plusieurs des gens d'accéder à la sonnette, de faire marcher la sonnette. Et les gens plus âgés comme moi, par exemple, on utilise l'indicateur comme ça. Et les adolescents commencent à utiliser davantage la pouce. Parce que c'est exactement l'utilisation de portables, de WhatsApp. Ils utilisent beaucoup ces doigts comme ça. Ils ont développé une facilité, une compétence beaucoup plus importante d'utiliser ça qu'utiliser ça. Et donc, c'est vraiment cette interaction. On ne sait pas vraiment quand est-ce que commence l'influence personnelle, termine l'influence culturelle, etc. Mais à mon avis, c'est une bonne approche. C'est une bonne idée de travailler sur l'identification de ces aspects sociaux. Nous avons une question assez pratique, parce qu'on est à 18h25. On avait prévu la réunion jusqu'à 18h30. Et je ne sais pas comment est-ce que l'organisation du temps pour vous, mais parce que pour moi, je pense que si on a fixé entre 17 et 18h30, on doit vraiment terminer à 18h30. Je ne sais pas. J'ai deux choses à dire. Je suis vraiment désolé de faire arrêter la discussion. Je n'aime pas faire ça. Mais j'ai créé une chaîne. Donc, oui, c'est la même chose pour moi. Ici, il y a déjà 18h30. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube. Je vais mettre sur le chat de groupe qui s'appelle Racine. Si vous voulez entrer dans la chaîne, toutes les vidéos de toutes les séances de discussion sont là. Et donc, je pense que c'est intéressant de regarder. On peut récupérer toutes les réunions, etc. Et la deuxième chose, avant de passer la parole à vous, la deuxième chose, c'est que j'aimerais pour la prochaine séance, fin avril, qu'on puisse faire une stratégie un peu différente. On a déjà lu 3 articles, 2 textes originaux de Vergniaud et ce dernier sur ma recherche. Avant de passer par un 4e texte de nouveaux articles, j'aimerais bien qu'on puisse faire peut-être récapitulatif de tout ce qu'on avait discuté de la manière suivante. Si vous êtes d'accord, la proposition que je ferai, c'est d'ici la fin du mois, chaque personne puisse peut-être concevoir une question, un commentaire, et on utiliserait la prochaine séance exactement pour donner la parole à tout le monde. On ne peut pas obliger de faire une explication, mais peut-être un commentaire. J'aimerais bien cette chose, ou je n'ai pas bien compris ce concept, ou comment est-ce qu'on peut faire dans un champ différent de développement de la théorie des champs conceptuels. Donc, je laisse ouverte le commentaire, une question pour dynamiser un peu et donner la parole à tout le monde.
Je pense que c'est une stratégie intéressante qui peut promouvoir un partage beaucoup plus important entre nous. Que vous pensez par rapport à ça? Donc, on n'est pas obligé, bien sûr, d'envoyer la question à tout le monde, mais on peut, pendant la séance, la prochaine séance, poser cette question. Donc, on ouvre la parole et chacun, c'est son livre, chacun pour poser cette question et pour qu'on puisse discuter. C'est bon? Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de commentaires naïfs. Non, on est tous ici pour discuter, pour apprendre, pour partager. Et les questions sont vraiment bienvenues. N'importe quelle question, n'importe quelle... Si tu penses, ah non, je ne pose pas une question parce que je pense que c'est une question assez bête, naïve. Non, il n'y a pas ce genre de choses. Vraiment, ici, c'est vraiment un espace de partage, de discussion entre tout le monde. Et c'est vraiment intéressant. On peut vraiment donner un exemple de propre recherche de ce qu'on fait. Et même si nous n'avons pas encore un sujet défini, si nous n'avons pas encore une méthodologie encore déjà très, très figée, mais je pense de faire telle chose. Et on peut aussi partager, donner ici des idées pour améliorer, pour construire même peut-être un sujet de recherche, etc. OK? Donc, il n'y aura pas de texte à lire, il n'y aura pas de nouvelles situations, de nouveaux concepts. On va faire une mise en commun entre les discussions. Exemple de méthodologie, oui, c'est vraiment... j'aimerais laisser la prochaine séance ouverte au niveau de thématiques, d'approche, pour qu'on puisse construire la séance ensemble. Merci. OK? Merci, Gabriel. Est-ce que cet horaire mardi à 17h pour nous ici en Belgique, en France, convient à tout le monde? Parce que je pense que peut-être ce sera un horaire adéquat pour nous si on prend le dernier mardi de chaque mois à 17h. Et on fixe déjà, je pense que cela peut être adéquat pour tout le monde. Si cela convient à tout le monde, on peut déjà fixer ce genre de choses. Sachant que nos agendas sont vraiment dynamiques, parfois on peut pas, on doit reporter, etc. Mais si on commence à penser, par exemple, le dernier mardi d'avril sera le 28. Dans mon cas, ça va marcher presque tout le temps, mais pas le 28. Je vais être, dans le fond, dans un colloque dans une autre ville, mais je vous encourage à le faire quand même, puis je serai là le dernier mardi de mai et ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est important de stabiliser, de figer un jour, et même si il y aura 2 jours que je ne serai pas présente, donc c'est normal, cela arrive, mais on systématise comme ça. OK? Merci, Gabriel. C'est moi que je vous remercie. Et merci donc, à tous et à toutes. Demain après-midi, cette vidéo sera déjà en ligne dans l'adresse que j'ai mis dans les chats. Et donc, je ne sais pas comment, mais je vais essayer aussi de faire une petite organisation de textes qu'on a déjà lu et mettre aussi à disposition. OK? Merci pour tout. À bientôt. Merci. Voilà, merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Et me- Au revoir.